Bonjour et bienvenue sur la chaîne de déstructuration des idées reçues. On continue avec l'exposé d'il y a 2 semaines. On passe au point 6 qui concerne les jeunes. Selon toi, quelle est l'image des jeunes depuis 3 siècles et celle véhiculée par les médias? Oui, malheureusement, oui. Tu le sais pertinemment, tu le sais malheureusement. La représentation de nos jeunes depuis 3 siècles, elle n'a pas changé. Eh bien, on les perçoit toujours de la même manière, négativement. Le sens commun, il est négatif. Je rappelle, le sens commun, c'est une idée, une opinion, une croyance d'une majorité de personnes à un moment donné, dans un lieu donné. Eh bien, quand la personne dit que les jeunes étaient mieux avant, en fait, elle le dit dans la position, dans la moralité qu'elle a en tant que personne adulte. Et on a tendance à oublier ce que l'on était, quelles idées on avait, quels comportements on effectuait. Donc une mauvaise représentation aussi de soi-même ici. Donc tout ça repose sur une idéologie et pas sur la réalité. Ça n'est pas du tout des résultats scientifiques, ça n'est que des préjugés. Et on va essayer de détruire ces préjugés ensemble. Socrate, il dit, ils sont mauvais ces jeunes, ils n'ont pas de respect. Nope, il dit, ils sont pourris depuis le fond du cœur. Hésiode, nous n'avons aucun espoir pour notre pays avec ces nouvelles générations. Un prêtre dit, le monde est un stade critique, les enfants n'écoutent pas leurs parents, c'est la fin du monde. Bon, alors ne pas écouter ses parents, c'est aussi une manière de prendre ses distances par rapport à eux et pour créer sa propre identité. Alors, sur tous ces préjugés, j'ai envie de dire, tout va bien, ce ne sont que des préjugés et c'est des idéologies qui ne reposent aucunement sur la réalité. Mais ça, vous l'aviez compris. Le terme de délinquance juvénile, il apparaît parallèlement à la création de l'école. Les enfants des milieux défavorisés, de la classe défavorisée, eh bien, ils ne se sont pas adaptés à la culture de l'école, au milieu scolaire. Ils ne se sont pas adaptés ou ils n'ont pas voulu s'adapter. Ils ont abandonné l'école pour jouir de la rue. Et on les a appelés des délinquants juvéniles. Ici, il y a donc le principe de loyauté qui opère, loyauté envers son cercle de socialisation primaire, c'est-à-dire ses parents ou ses référents légaux, ça peut être des parents adoptifs aussi. Eh bien, il y a une loyauté par rapport à eux et par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs opinions, à leurs idées, c'est-à-dire... Donc si on ne veut pas perdre ses parents et sa famille, on se doit de respecter un certain nombre de règles de conduite qui sont donc obligatoires. Eh bien, ces règles de conduite, elles concernent les enfants des classes défavorisées, moyennes, mais aussi favorisées. Par exemple, pour la classe favorisée, les aristocrates et les bourgeois, ils doivent se marier avec des gens de la même classe sociale. Et donc on verra que pour la classe défavorisée, il y a ce principe de loyauté qui a en quelque sorte empêché les enfants de s'adapter à la culture de l'école. On le verra donc dans un autre exposé. Ce qui explique la délinquance juvénile. Eh bien, pour avoir plus de maturité, on peut passer par un certain nombre d'épreuves. Et en l'occurrence, ça peut donc être d'ordre initiatique, cette délinquance. Elle peut aussi être d'ordre pathologique, liée à des troubles de la personnalité. À partir du moment où c'est diagnostiqué, ça est rapidement pris en charge. Ou ça peut être aussi de l'ordre de l'exclusion, une délinquance d'exclusion. Là, on l'a vu la semaine dernière, ça concerne les gens qui vivent dans des quartiers qui sont défavorisés. Eh bien, ils doivent se débrouiller et c'est une question de survie. Ils doivent s'adapter à la vie qu'on leur propose et ils n'ont d'autre moyen que d'utiliser la déviance, la délinquance pour pouvoir vivre et survivre. Alors que la majorité des gens pensent que les personnes délinquantes le font pour la force, le prestige et l'argent. Comme on vient de le voir, c'est faux. Pour être un grand créateur de sa vie, il faut de l'audace, du courage, de la créativité.
Il faut savoir, en fonction du contexte, attirer ou non l'attention. Et finalement, il faut que tu luttes contre ce que tu perçois comme étant de l'injustice. Mais finalement, au-delà de lutter, quelque chose de bien plus grand, c'est simplement de créer ce que tu veux voir dans ta vie, ce que tu veux expérimenter. Qu'est-ce que tu veux expérimenter ? Crée-le. S'il n'existe pas, crée-le. Et en réalité, eh bien, on est créatif quand l'on sort, quand l'on transgresse les normes. Les normes, c'est-à-dire les règles de conduite qui sont socialement admises et souhaitées dans la société. Il y a des sentiments qui sont liés à une pression publique. On a peur pour sa réputation, son honneur, on a honte peut-être de soi ou pas confiance en soi, on se sent peut-être coupable et on a le sentiment de ne pas mériter qu'il nous arrive de belles choses dans la vie. Eh bien, ce sont ces sentiments-là qui nous empêchent de réaliser, de sortir donc des normes établies et donc de réaliser qui nous sommes. D'un côté, nous avons des sentiments moraux qui nous rendent sensibles à la pression de l'opinion publique et de l'autre, simplement deux conceptions sur la moralité. Ce sont des conceptions qui sont unanimement reconnues et pourtant pas appliquées. Alors, le premier, c'est donc une conception minimaliste de la moralité. Donc on ne cause pas délibérément du tort à autrui parce que c'est immoral. Donc il y a des gens qui sont en train de nous gouverner et qui n'ont pas assimilé ce concept. Moi je propose que l'on se gouverne tout seul. Et donc un autre concept, le maximaliste, c'est l'idée que c'est immoral de s'auto-infliger du tort. Au XVIIIe et au XXe siècle, il y a des conceptions différentes sur le droit et sur la morale. Parlons-en. Sur le droit, Thomas Dio nous dit « Les lois cherchent à rendre obligatoires des vertus ». Montesquieu nous dit sur le droit qu'il n'y a pas besoin de droit formel. La morale informelle seule suffit à assurer le respect et la sécurité pour tous. Kant, il dit que le droit, c'est un impératif qui est hypothétique. Et oui, ça dépend du lieu et ça dépend des circonstances. Donc, on peut, en temps de guerre, par exemple, tuer des gens. Ok, passons aux conceptions morales, sur la moralité. Thomas Dio nous dit qu'elle dépend que du bon vouloir de chacun. Il dit que si tu commets un acte dont tu n'es pas fier, s'il échappe aux autres, eh bien toi, tu en auras toujours connaissance. Donc ça dépend que de ton bon vouloir. Et que de ton bon vouloir de réparer l'erreur que tu as commise. Kant nous dit sur la morale. Il dit que là c'est un impératif qui est catégorique. C'est celui d'agir par devoir. Donc il dit que normalement ta propre motivation elle est censée suffire à être une personne morale. Et que tu n'as même pas à avoir peur de la sanction. Tu n'as pas à avoir peur de sanction pour pouvoir être une personne morale. Passons aux conceptions du XXe siècle. Kelsen nous dit que le droit, c'est une construction, que c'est des règles morales qui doivent être validées par un organe habilité. Alors, qui sont les membres des organes habilités et quel est leur objectif final? C'est des questions à se poser. Piaget, sur le droit, il dit qu'il y a un besoin de reconnaissance au niveau des relations transpersonnelles. Explication, donc, deux personnes sont en lien contractuel. A achète à B du matériel et il paie cette marchandise. B, eh bien, n'a pas le temps de livrer cette marchandise qu'il décède. Eh bien, selon Piaget, l'héritier doit prendre la succession et livrer la marchandise. Habermas, finalement, nous dit sur le droit que c'est coercible, que le droit, il s'appuie sur des titres, prérogatives, sur des avantages, sur des privilèges qui peuvent être réduits en taille. Et donc, maintenant, on passe à la moralité. Kelsen, il nous dit sur la moralité qu'il y a des règles morales qui sont informelles, qui sont spontanées, créatrices, créatives. Piaget nous dit qu'il faut du respect dans les relations personnelles, dans les relations interpersonnelles, donc entre les gens, mais ça dépend que de chaque individu.
Et finalement, Habermas nous dit sur la morale qu'elle est incoercible. La morale ne peut pas être réduite. Quelle est la finalité logique au fait de transgresser les normes? Les interactionnistes se sont posé la question. Et ils ont regroupé un certain nombre de conceptions, dont celle de Lombroso, qui nous dit dans un contexte historique. Donc on est dans le pic all nazi, eh bien il dit que les gens qui transgressent, ça se résume à des erreurs de la nature. Les culturalistes, ils disent que la structure urbaine, eh bien, elle favorise la déviance. C'est habile, mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous propose d'y aller, c'est la vidéo numéro 2, eh bien, ça n'est pas le cas, ce n'est pas une raison valable. Et finalement, les inégalitaristes, là on se trouve à un niveau politique, on parle des inégalités sociales, et on dit qu'il y a finalement un décalage entre les aspirations sociales, c'est-à-dire que tout le monde souhaite de la richesse et pouvoir vivre une vie convenable, satisfaisante, et les inégalités des moyens selon la classe sociale pour y parvenir. En d'autres termes, en fonction de la classe sociale à laquelle tu appartiens, eh bien, il te sera difficile, voire impossible, d'atteindre ce que l'on te promet et que l'on ne te cesse de te promettre, c'est-à-dire devenir riche. Nous arrivons aux dernières secondes de cette vidéo. Je vais vous laisser avec deux choses. L'approche rationnelle finaliste et la théorie de l'opportunité. Donc, l'approche rationnelle finaliste, comme son nom l'indique, on agit dans un motif précis. Donc, dans un certain contexte, j'ai un ou plusieurs choix. Eh bien, je vais décider d'opter pour un choix ou un autre en fonction de sa finalité. J'agis en fonction de la finalité de mon action. Et puis la théorie de l'opportunité nous dit que face à une même opportunité, les gens ne se comportent pas de la même manière. Par exemple, un dernier iPhone, par exemple à la mode, dernier iPhone qui est posé sur la table, eh bien, face à cette même opportunité, les gens ne se comportent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a simplement, est-ce que je décide de voler ce téléphone avec pour finalité la possibilité de pouvoir me nourrir convenablement, boire, avoir un logement, pouvoir dormir? Est-ce que si cette personne elle a le dernier iPhone, est-ce qu'elle a besoin d'argent? On peut supposer que non. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui a quelque chose à prendre, alors que l'autre, non. Nous sommes au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Le meilleur pour toi qui regarde cette vidéo et les plus belles créations que tu puisses imaginer voir arriver dans ta vie. C'est ce que je te souhaite.